Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'accessibilité numérique. Et on va commencer peut-être par se présenter. Comme ça, vous aurez en tête qui vous parle et pourquoi on vous parle. Donc, je vais commencer par moi. C'est Juliette, je suis ingénieure pédagogique chez Tisio. L'ingénierie pédagogique, qu'est-ce que c'est? C'est créer des formations, des parcours pour transmettre des connaissances. Et dans le cadre de Tisio, moi j'interviens sur la structuration de parcours de nos clients avec un accompagnement spécialisé sur l'outil, dans le choix des fonctionnalités, la mise en avant de leur expertise grâce à la plateforme Tisio. Voilà, donc je vais laisser la parole à Léo. Bonjour, alors moi du coup Léo de Spiegler, je suis médiateur numérique. J'interviens auprès des organismes et des Ah, associations. attendez, on dit qu'il n'y a aucun son. Ah, On avait fait tous les tests avant. Qu'est-ce qui bloque? Alors, aucun aucun son. son. Le son, si je ne vous entends pas. Ah, c'est bon. Ok. C'était aucun son de mon côté ou du tien? Je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans le chat. C'est toujours les problèmes techniques qui sont les plus pénibles à gérer. Ça marche, c'est bon, on est bon. Ok, super. Très bien. Allez, on est reparti. Donc Léo, je te laisse la parole. Ok. Donc Léo de Spiegler, je suis médiateur numérique. J'interviens auprès des associations et des organismes. En gros, j'aide les publics un peu éloignés du numérique, un peu fragilisés, à s'occuper des problématiques numériques au quotidien, directement et aussi en formant les structures pour qu'ils puissent s'occuper voilà, de réussir à les rapprocher. Donc ça peut être des associations locales, comme ça peut être des organismes de formation ou des organismes publics. Et c'est vrai que j'ai une casquette technique, puisqu'à la base j'étais développeur. Donc dans le cadre de cette présentation, j'interviendrai surtout sur la partie technique. Ok, super. Donc je reprendrai la parole après pour faire la petite introduction. Ça a coupé. Je vais laisser Jojo se présenter. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Jojo Deco. Je suis graphiste indépendant et créateur du studio graphique Blue Runner Studio. J'accompagne les entreprises sur la création de leur identité visuelle et tout ce qui est déploiement graphique, donc création de contenu, communication, etc. Et mon fer de lance, c'est l'accessibilité et la communication inclusive. Merci Jojo, merci Léo. Donc du coup je reprends juste la parole, mais donc c'était juste une petite introduction en attendant que tout le monde s'installe. Dire qu'aujourd'hui on est là pour parler d'accessibilité numérique. On a la chance d'avoir deux spécialistes, comme vous avez pu l'entendre, chacun dans leur domaine, donc c'est ça qui est aussi intéressant de leur donner la parole. Voilà. Je vais remettre aussi un petit élément de contexte sur Tisio pour que tout le monde comprenne bien pourquoi aujourd'hui on fait ce webinaire-là. Et ce que je voulais aussi signaler, parce que ça c'est aussi intéressant, donc on est 3 personnes en situation de handicap qui ne sont pas forcément visibles à l'écran, c'est pour ça aussi que j'aime bien le dire. Donc ces 3 personnes vraiment concernées par le champ du handicap qui ont des besoins d'aménagement différents et qui donc est nécessaire de prendre en compte même quand en fait ça se voit pas comme ça dans un premier abord qu'on en a besoin. Donc voilà, c'était important de le signaler et de remettre un peu des éléments de contexte. Sur Tisio en tant que tel, qu'est-ce que c'est Tisio? Alors on ne va pas vous embêter longtemps avec Tisio, mais c'est juste comprendre aujourd'hui pourquoi Tisio porte ce projet-là. Donc Tisio, c'est une plateforme qui permet à la fois de faire tout le suivi administratif, de faciliter la vie des personnes qui accompagnent sur le suivi, les visios, la prise de notes, tous ces éléments-là. Et à côté, qui a des outils de création de contenu qui permettent de mettre à disposition un environnement aux personnes accompagnées dans lequel ils vont être plongés avec des parcours, avec des webinaires, avec des articles, des choses comme ça. Et l'idée, c'est que tout se passe dans un seul et même outil qui vient vraiment stimuler et créer de l'interactivité en permanence avec la personne qui est accompagnée.
Voilà, il y a plein d'options différentes sur Tizio, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est cet outil-là aujourd'hui et on a décidé avec Tizio de faire un club Tizio, de se servir de notre propre outil pour faire de l'animation de communauté. Donc on lance aujourd'hui grâce à ce webinaire le club Tizio. On va mettre plein de contenus à disposition sur des thématiques variées. Je reparlerai à la fin de ce webinaire. Voilà. Et on va aborder des thématiques qui sont intéressantes et qui viennent explorer des champs qui ouvrent un peu des fenêtres en fait. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Au-delà de l'outil, quelles sont les questions qu'on se pose, comment les autres peuvent y répondre, qu'est-ce que je dois prendre en compte moi en tant que personne accompagnante, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre. Et c'est aujourd'hui le premier lancement autour de la notion de l'accessibilité numérique qui est une notion très importante, mal connue hélas, et surtout qui est de plus en plus importante. Donc moi par exemple en France, je pense par exemple à Calliope, hein, qui est très important sur la question de l'accessibilité numérique, puisque c'est un des critères d'attribution de Calliope. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation sur Tizio. Si vous avez des questions, s'il y a besoin des choses un peu plus précises, et de toute façon, dans le chat, vous pouvez poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez intervenir au fur et à mesure et c'est moi qui fais le filtre si on répond à la question tout de suite ou si je le garde à la fin. Donc voilà, si tout est bon de votre côté, on va se lancer dans le webinaire. Et je donne la parole à Jojo pour commencer, qui va nous introduire le sujet. Donc, pour introduire de façon assez rapide et efficace, qu'est-ce que c'est l'accessibilité numérique? L'idée, c'est vraiment de rendre les contenus et les services numériques perceptibles, compréhensibles, robustes. Donc, ce terme, souvent, il n'est pas très, très clair, mais ça veut dire que c'est du matériel qui tient, des sites web qui sont pérennes dans le temps et utilisables par tout le monde. Donc, il y a vraiment cette notion que ce soit accessible pour tout le monde. L'accessibilité numérique, c'est au final travailler les contenus pour que les personnes soient autonomes dans leur expérience sur le web. L'autonomie, c'est vraiment la notion la plus importante, selon moi, dans l'accessibilité. Et surtout, c'est au final mettre l'humain au centre de la conception, que ce soit nos supports de communication, nos sites web, nos vidéos, nos webinaires, etc. C'est toujours penser à l'humain en premier et ensuite construire autour de ces besoins-là. Donc, je vais passer la parole à Léo pour vous présenter quelques personas pour que vous voyez un petit peu de qui on parle dans l'accessibilité numérique. Ok. Alors ouais, donc, de qui on va parler, à qui on va s'adresser? Le public qui est concerné est large. On peut parler, on en a choisi quelques-uns. Par exemple, moi, j'ai préféré parler de personnes qui vont avoir des handicaps qu'on dit invisibles au début, et ensuite pour aller vers des profils un peu plus classiques. Voilà. Donc on parle de manière générale d'accessibilité et de handicap. Donc Margot et ses problèmes d'audition a toujours du mal à suivre un petit peu les formations, et elle compense beaucoup en lisant le visage et l'attitude des gens. Les problématiques sont assez simples, hein. En visio, quand le son est dégradé, c'est compliqué de suivre. Quand il y a peu ou pas de langage corporel visible parce que la caméra est petite, quand c'est un nouveau thème et que du coup les lexiques sont difficiles à entendre et à interpréter. Et les solutions auxquelles on pourra penser, ce sera une qualité sonore améliorée pour qu'elle puisse mettre des live captions, ce sera un sous-titrage pour les contenus enregistrés, ce sera des supports disponibles en amont pour qu'elle puisse se préparer, en fait, voir les nouveaux termes, etc. On peut parler aussi de problèmes un peu mentaux, intellectuels. Charlie qui a une mémoire de travail limitée et qui est obligé de préparer toutes ses notes à l'avance. Si les consignes sont des exercices, par exemple en formation, sont uniquement oraux, ça va être compliqué. Il faudra plutôt un programme détaillé des activités. Si on lui demande de faire des activités avec plusieurs tâches en même temps, c'est compliqué pour quelqu'un qui a une mémoire de travail limitée. Parce que par définition, jongler entre plusieurs concepts, plusieurs choses qui sont dans la mémoire courte, c'est pas évident. On a aussi pris Thierry, qui a une motricité réduite. Donc là, on touche vraiment à des problématiques musculo-squelettiques. Si, par exemple, il a de l'arthrite, ça va être compliqué pour lui d'utiliser la souris. Il peut très facilement faire des clics accidentels, passer du contenu ou au contraire lancer des choses sans le vouloir.
Pour pallier à ça, généralement, on a d'autres systèmes de navigation qu'on verra tout à l'heure, mais il y a notamment la navigation au clavier. Il y a des gestes complexes, de glisser et déposer, qui va être difficile. On pourra utiliser des alternatives simples. La reconnaissance vocale, qu'on utilise souvent sur son téléphone, lui, c'est quelque chose qu'il va utiliser souvent parce qu'il ne pourra pas cliquer comme il veut et ça sera plus rapide. Et là, c'est vraiment, on rentre dans les cas limites. Et on en parle parce qu'en fait, justement, on verra dans les stratégies qu'on peut développer à quel moment on s'arrête ou en tout cas, on essaye de prioriser. Et ça, il n'y a pas vraiment d'alternative au fait de ne pas pouvoir utiliser la reconnaissance vocale s'il est dans une salle de formation, par exemple, avec d'autres élèves. Et puis, des cas plus classiques, comme Sacha, qui a sa fatigue oculaire de plus en plus au fil du temps, une déficience visuelle qui s'accrue. Parfois, c'est dans la journée elle-même, c'est-à-dire qu'au début, elle arrive à se concentrer, puis au bout d'un moment, ça devient complexe. On peut améliorer ça avec des choses aussi simples que choisir des bonnes coulisse, des couleurs, une taille adaptée. On peut avoir des supports plus structurés, etc. Même si au bout d'un moment, si vraiment sa vision se détériore trop, il faudra utiliser des outils spécifiques qu'on verra tout à l'heure. Et auquel cas, là, ça demandera un développement spécifique du côté du créateur de contenu. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives? Voilà, ça, c'était vraiment un petit tour des personas pour brosser dans le sens large. Hein. Le but, c'était pas de tout citer, de tout retenir, c'était vraiment pour voir de quoi on allait parler dans cette présentation, qui ça concerne, etc. Des choses les plus simples. Quelqu'un qui est juste en train de vieillir et qui commence à développer de l'arthrose, à quelqu'un qui a des vrais problèmes moteurs, et auquel cas c'est beaucoup plus compliqué pour lui, etc. etc. On a décidé aussi de parler un petit peu du cercle vicieux du validisme, en fait. C'est quelque chose qui est assez peu connu du public, qui, nous, en fait, nous touche directement. L'idée, c'est qu'en fait, on peut très vite, dans les structures, en venir à se dire que, comme on ne peut pas tout couvrir, on va faire au plus rapide, parce qu'on va chercher que des profils concernés directement, ou ceux qui sont un petit peu concernés, puis ça va descendre d'un cran. Finalement, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas grand monde dans le secteur qui est directement concerné, et puis peut-être qu'on va finir au fil des conversations par se dire que s'ils ne sont pas présents, c'est qu'ils ne sont pas très intéressés. Et du coup, c'est un système d'invisibilisation, parce que ce qui se passe réellement dans ces cas-là, c'est que si la conception de base ne prend pas en compte les besoins des gens, ils échouent à réussir à suivre les formations. C'est un échec silencieux, parce qu'ils ne vont pas forcément faire un retour dessous. Ils vont s'écarter de ce cycle, de ces systèmes. Ils vont s'écarter, ils vont arrêter d'essayer de faire des formations, ils vont se désinscrire, et auquel cas, ils ne seront plus représentés. Donc, c'est littéralement de l'invisibilisation. Et ça alimente, malheureusement, puisque, en fait, moins on les voit et moins on a tendance à développer des choses pour eux. Et ils se finissent totalement écartés de la boucle. Alors que au-delà de l'accessibilité, on a constaté, via un concept qui s'appelle le curb cut effect. Curb cut, c'est en anglais les bateaux sur les trottoirs, qui à la base ont été développés pour les personnes en fauteuil roulant. On s'est aperçu qu'une fois qu'on mettait ça, toutes les personnes qui pouvaient en bénéficier l'utilisaient et que ça bénéficiait à tout le monde, notamment les poussettes, les vélos, les personnes âgées qui ont du mal à lever la jambe très haut, etc. C'est un concept qu'on peut généraliser, qui a été prouvé dans pas mal de domaines différents et sur beaucoup d'exemples. On peut parler par exemple du speech to text, donc de la reconnaissance vocale, que beaucoup de gens utilisent notamment pour dire des textes longs sur leur téléphone, envoyer des vocaux quand ils n'ont pas le temps, ce genre de choses. Mais voilà, il y a des exemples divers et variés, il y en a un bon paquet. L'idée principale, c'est qu'en fait, quand on conçoit quelque chose pour être accessible, c'est quelque chose qui bénéficie à tout le monde derrière. Et il y a énormément de gens qui vont se mettre à utiliser ces systèmes-là, alors que, au final, c'était pas forcément conçu pour eux. Donc, il n'y a aucun désavantage à ça, au contraire. Petite intro terminée. Du coup, on va passer directement sur le cœur de la présentation, maintenant qu'on a vu ce qu'était l'accessibilité et quel intérêt ça pouvait bénéficier, à qui ça pouvait bénéficier. Un petit bout sur l'organisation, c'est-à-dire si on veut adapter son contenu, par quoi on commence, comment on priorise ses actions, sachant qu'on a tous des ressources limitées, que ce soit en temps ou en argent, quelle que soit la structure.
Ensuite, on plongera un peu plus dans le détail. Chacun va développer sa partie en technique, en graphisme, en contenu. Bon, vu la contrainte de temps, on ne pourra évidemment pas aller dans le détail. L'idée, c'est vraiment de voir à quoi ça tient, quelles sont les choses qu'on va faire tout de suite et quelles sont les choses auxquelles on réfléchira plus tard. Et puis, on conclura, voilà, on répondra aux questions que vous pouvez vous poser au fur et à mesure. N'hésitez pas à les noter, même à les mettre dans le chat. Juliette les filtrera et pourra nous les redispatcher après. Organisation, donc. La première chose, quand on s'organise et qu'on cherche, en fait, à rendre son contenu accessible, que ce soit une formation, un site internet, quoi que ce soit, c'est cibler son public. Le cas idéal, c'est que vous connaissez déjà votre public. Vous avez leurs contacts, vous avez votre base de données. Auquel cas, c'est assez simple. Vous pouvez directement leur demander, que ce soit via du mailing ou un système de discussion directement installé. Et ensuite, les garder dans la boucle, c'est-à-dire si vous avez un certain nombre de retours qui vous font part d'une difficulté, je ne sais pas, moi, à manipuler une partie du contenu, ou en tout cas à ne pas avoir accès à tous les logiciels, une fois que vous mettez en place des stratégies contre ça, n'hésitez pas à leur demander régulièrement pour vérifier si c'est effectif. Je dis ça parce qu'il y a eu des situations déjà vues, connues, où en fait tout est fait en amont sans vraiment demander aux gens, et à la fin on s'aperçoit que ça ne correspond pas vraiment aux problématiques, ça ne résout pas vraiment les soucis, sauf que tout le budget est déjà passé dans la mise en place. Auquel cas, on ne peut plus faire grand-chose. Donc vraiment, si c'est possible, n'hésitez pas à prendre 2-3 personnes, peut-être pas tout le monde, selon vos possibilités, et à les garder dans la boucle. Si vous ne connaissez pas encore votre public, vous ne savez pas les profils qui vont assister à vos formations, dans ce cas-là, on va se baser sur les statistiques officielles des populations. Les statistiques globales en France métropolitaine, on ne va pas vous assommer avec des chiffres. L'idée, c'est de voir qu'en fait, c'est assez varié, mais que dans tous les cas, il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Que ce soit pour des questions de dyslexie mentale, comme on a pu le voir, d'audition, ou alors tout simplement éloignés du numérique, ça va être les personnes âgées, les personnes en situation de précarité, ce genre de choses. Et auquel cas, là, on est plus tant sur des questions de handicap que sur des questions d'utilisation. On appelle ça l'électronisme, c'est le fait d'avoir du mal à utiliser le numérique. Donc maintenant qu'on a toutes ces données-là, qu'on sait qu'il y a pas mal de gens, comment on priorise tout ça ? Là, ça va aussi dépendre de notre contenu, ça va aussi dépendre de vous, ce que vous présentez et le contenu de votre formation. Mais si vous savez que vous avez énormément de contenu audio-visuel comme des vidéos, ça va être orienté sur des techniques d'accessibilité, de graphisme, etc. Alors que techniquement, si vous avez beaucoup plus de texte, ça va être le contenu qui va être beaucoup à travailler, ce genre de choses. Mais voilà, l'idée, c'est qu'au moins avec ces chiffres-là, vous savez, sans avoir spécifiquement vos profils en face de vous, comment hiérarchiser les actions que vous allez mettre en place. Les nombreux domaines, donc ça, on va vous les présenter les unes après les autres. Ici, c'est plus un récap en fait des choses les plus importantes qu'on va vous mettre. Ça sera, je pense, sur le support qu'on vous transmettra, quelque chose qui vous permettra de noter directement les actions les principales à effectuer dans les différents domaines, histoire de pouvoir approcher l'accessibilité sans forcément rentrer dans le dur. J'enchaîne avec le côté technique. Allons-y, c'est parti. Je ne rentrerai pas dans les gros détails techniques, on n'aura pas le temps et je pense que personne n'a vraiment très envie d'aller dans les questions de développement, de code, etc. Ne vous inquiétez pas. Pour commencer, un petit état des lieux. Le matériel que les gens ont dans leur foyer. Selon l'INSEE, 83% des foyers ont un ordinateur et des tablettes comprises. Et si on parle de foyers modestes, ça tombe à 68%. Alors que, d'un autre côté, quasiment tout le monde a des smartphones. On parle de 95% des foyers. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, ça fait quand même entre 17 et 32% des foyers qui n'ont qu'un seul petit écran au quotidien. C'est-à-dire qu'ils ne pourront assister à vos contenus, suivre vos formations que sur des petits écrans et non pas des ordinateurs de bureau. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que du côté de votre contenu, il va falloir qu'il s'adapte un petit peu à toutes les tailles d'écran. Quel que soit le matériel,
que les gens auront, il faudra se poser la question, est-ce que mon contenu est-il le même? Donc, il faudra tester sur les différents supports et vérifier qu'il n'y a pas trop de modifications de contenu. Le but du jeu, c'est pas que ce soit totalement identique, c'est qu'en fait, les personnes qui aient un petit écran aient les mêmes informations, au moins, la même quantité, qu'ils ne soient pas en désavantage et qu'ils ne perdent pas une partie du contenu en cours de route. Et le temps de chargement est-il correct? Souvent, c'est pas tant une question de oh là là, c'est beaucoup trop lent que de est-ce que ça crache ou pas. Ce qui arrive assez souvent, c'est que sur un smartphone ou sur une tablette, voire un ordinateur assez vieillissant, un contenu qui est un petit peu trop lourd, un petit peu chargé en animation, etc., fasse totalement cracher le navigateur ou fasse complètement planter, auquel cas, ça met un arrêt direct et simple à la formation. Et là, en termes de public et d'accessibilité, c'est la cata. Donc là, on est vraiment sur des thématiques qui sont encore plus larges que l'accessibilité handicap. On est vraiment sur des thématiques d'accessibilité population, quoi. Mais ça fait partie des premières choses. Avant même de s'intéresser en fait aux problématiques santé, etc., déjà s'intéresser aux problématiques inclusion au sens large du matériel. Donc face à ça, quelle solution on peut adopter? Le plus simple, c'est dès la conception, ça c'est le cas idéal, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore conçu votre contenu, ou en tout cas vous avez des schémas, vous savez à peu près ce que vous voulez faire, mais tout n'est pas réalisé. Ce qu'on préconise dans ce cas-là, c'est une conception orientée mobile first en anglais. Et l'idée, c'est de concevoir en priorité pour les petits écrans, de manière à ce que ce soit dès la conception adapté à tous et profitable à tous, et ensuite d'améliorer au fur et à mesure dès qu'on grandit en taille. Faire en sorte que le contenu, non pas grandit dans le sens où on ajoute des nouvelles informations, mais que ce soit de plus en plus étoffé, de plus en plus joli. Tout ce qui n'est pas forcément nécessaire ne doit pas être là dès le mobile pour alourdir, il doit être ajouté au fur et à mesure. Faut que ce soit pas une dégradation des informations quand on a un petit écran, il faut que ce soit une dégradation des performances éventuellement, mais pas plus. Bon, voilà, concrètement, on a souvent de l'existant à adapter. On n'est pas forcément sur de la conception. Et là, par contre, c'est un peu plus touchy. Si on est sur l'existant, on n'aura pas trop le choix de contourner les limites techniques. Ça va être supprimer des choses, voilà, qui sont pas forcément utiles, ou proposer directement des alternatives, où ça peut être, si un site est beaucoup trop lourd et qu'on n'y arrive pas, dans ce cas-là, proposer des fichiers fixes pour les personnes qui ont des petits écrans. Pas génial, mais bon. Le but du jeu, c'est que les gens puissent quand même accéder au contenu, peu importe nous les ressources qu'on a pour adapter à tous. Un autre sujet qui est relativement peu abordé, un peu moins connu, même si on en voit à droite à gauche, les navigations alternatives. Qu'est-ce que j'entends par navigation? J'entends comment on se déplace dans les sites, comment on se déplace sur l'écran. Traditionnellement, nous, on se déplace avec des souris, tout simplement. Mais au-delà de ça, chacun a ses habitudes. Chacun va réussir à aborder en fait la structure d'un site web différemment. Et du coup, on a tendance à demander de mettre en place plusieurs types de navigation. Des plus classiques, c'est-à-dire le menu qu'on connaît tous, la recherche, le petit qui permet d'aller plus vite, voire le plan du site. Certaines personnes ont besoin d'avoir un plan du site clair parce que ils sont très rapidement perdus dès qu'il n'y a pas de hiérarchie. Là, je peux penser par exemple aux personnes âgées qui n'ont pas forcément intuitivement en tête comment hiérarchiser un site internet avec les liens, avec les différentes parties, choses que nous, en tant que natifs dans le monde numérique, on a directement. Et ça parle aussi dans les navigations de choses plus techniques. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure avec les personas, mais quelqu'un qui a des troubles moteurs, il va naviguer principalement au clavier. La souris, c'est complexe. Du coup, il va utiliser le clavier et les raccourcis clavier parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile d'accès, en fait, une fois qu'on a les positions de main sur le clavier, de faire ce genre de choses. Et pourtant, ça, c'est une implémentation technique qui est relativement peu prise en compte quand on développe un site, de faire en sorte que ce soit navigable totalement au clavier. Et le cas limite dont on a pu parler tout à l'heure et que j'illustrerai avec une image tout à l'heure, c'est le lecteur d'écran et la synthèse vocale, où là, on parle vraiment de personnes qui, généralement, sont malvoyants au point d'avoir besoin d'un assistant qui va lire l'écran à voix haute.
voire d'une plage braille qui va leur permettre de lire le contenu d'une page avec un système adapté. Deux images simples pour la navigation au clavier qui illustrent juste, si on ne l'a pas forcément utilisé avant, à quoi ça ressemble. Tout simplement, si c'est bien fait, en fait, avec des touches spécifiques qui sont toujours les mêmes, à savoir les touches flèches, la touche tab, on peut naviguer dans une liste, on peut sélectionner avec la touche espace et on peut ouvrir avec entrée. Et on trouve généralement aussi échappe qui permet d'annuler une action ou retour arrière qui permet de passer à revenir à la slide d'avant, de revenir à la page d'avant, ce genre de choses. C'est tout bête, mais en fait, généralement, ce genre de choses ne sont pas prises en compte dans la conception ou alors ne sont pas extensément testées, alors qu'il y a des gens qui dépendent de ça. C'est-à-dire que ça peut être une option de navigation qui c'est toujours intéressant, parce qu'il y a des gens qui préfèrent tout simplement se balader avec un clavier, c'est plus simple pour eux. Mais parfois, c'est vraiment une question d'accessibilité, et sans ça, ils n'ont pas accès au contenu qu'il y a derrière. Là, ils sont complètement bloqués. Du coup, il faut faire attention que les formulaires soient navigables au clavier pour eux, que les touches accueil et fin leur permettent de bien d'aller sélectionner les options de début ou de fin, ou qu'ils puissent se balader avec les flèches, etc. Ça fait partie vraiment du kit de base. Ça sera un des premiers trucs qu'on vérifiera au niveau technique pour l'accessibilité. Le cas limite des lecteurs d'écran, comme j'ai pu en parler, pardon. Voilà à quoi ça ressemble, un lecteur d'écran physique avec une plage braille. Donc en bas, vous pouvez voir qu'en fait, il y a des petites touches en braille qui s'activent au fur et à mesure et qui s'adaptent à ce qu'il y a à l'écran. Généralement, c'est assisté d'une synthèse vocale qui va parcourir la page, le contenu, et qui va le lire à voix haute pour que la personne puisse interagir avec. Et il y a aussi quelques boutons qui sont adaptés à l'ergonomie de la main pour pouvoir naviguer correctement. Je montre ça parce qu'en fait, ça demande une adaptation technique spécifique. C'est-à-dire que généralement, le contenu est jusqu'à un certain point lisible et compréhensible par un lecteur d'écran. Cependant, arrivé à un certain degré de complexité, les lecteurs d'écran deviennent un peu perdus, à moins qu'on ait fait un effort technique dans le développement, qu'on ait vraiment réfléchi, anticipé et fait en sorte que les lecteurs d'écran ne soient pas perdus. Donc généralement, c'est quelque chose qui arrive un petit peu en bout de liste. C'est quelque chose qu'on va vraiment essayer de développer quand on va s'adresser à des personnes en situation de handicap, surtout sur des notions de malvoyants, de non-voyants. Cela dit, c'est quelque chose qui est demandé par les agences publiques. Donc si vous avez dans l'espoir de travailler avec le secteur public, ce sera quelque chose d'incontournable arrivé à un certain moment, quoi. Mais c'est à prendre en compte. Et généralement, si vous faites une navigation clavier correcte, le lecteur d'écran s'en sortira derrière. Il y a des ponts, des passerelles qui sont créés. Un dernier point, peut-être parmi les moins techniques et pourtant les plus simples à mettre en place, ce sont des formats ouverts. Pourquoi des formats ouverts? Qu'est-ce qu'on parle? De quoi on parle quand on parle de format ouvert? Eh bien, les fichiers de logiciels de Microsoft, Adobe, Google, etc., donc les fameux docs, docx, tout ce qu'on peut trouver provenant de ces géants du web, sont, pas toujours accessibles, on va dire ça gentiment. C'est-à-dire qu'en fait, soit pour des raisons de moyens, les gens ne peuvent pas forcément se payer la suite Office 365, soit alors pour des questions de conception, parce que tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut là-dedans. C'est pas terrible. Il faut éviter ces formats-là. Voilà, pour une question assez simple de moyens. Maintenant, il y a aussi une question de souveraineté dont on parle pas mal en ce moment, notamment avec toute la démarche qui s'est créée en Europe pour s'écarter un petit peu des États-Unis, de la direction que ça prend. La souveraineté, ça veut dire s'éloigner en fait de la dépendance à ces géants du web. On peut pas avoir un web au niveau national, français, européen, qui dépendent du bon vouloir de Microsoft, Adobe, Google, qui sont de toute façon localisés aux États-Unis et dépendants directement de la géopolitique américaine. Donc, dans ce cadre-là aussi, c'est intéressant et c'est des choses qui sont poussées par le gouvernement et par le secteur public.
Concrètement, on va demander d'utiliser des formats de fichiers et des logiciels open source. Ça va être des LibreOffice, ce genre de choses qui vont créer des fichiers ODT, OBT, ODS. Ça va pas vous perdre dans le sens où c'est exactement la même chose que les fichiers de Microsoft, voilà, que les PowerPoint, etc. Juste, c'est des alternatives de livres. Voilà. Donc, souvent, c'est vrai que l'interface est un peu moins belle, mais au moins, on acquiert une certaine dépendance et en plus, on assure à toutes les personnes qui suivent les formations qu'elles peuvent accéder librement à leur contenu puisque tout est gratuit. Et enfin, un cas un peu complexe qui est celui du PDF, qui est en fait un faux standard. C'est super intéressant parce qu'en fait, ce type de fichier verrouillé s'est répandu très rapidement et est devenu le standard d'utilisation dans à peu près tous les systèmes. Et pourtant, il n'y a pas vraiment de manière spécifique de faire le PDF. Tout le monde le fait un petit peu à sa sauce. Et la problématique, c'est que quand on a un lecteur d'écran ou quand on a un système un peu automatisé qui doit lire à l'intérieur pour réussir à comprendre comment un PDF est construit, architecturé, etc., ça marche pas souvent. C'est pas génial. Malheureusement, on va pas demander à tout le monde d'arrêter de faire des PDF parce que c'est extrêmement pratique. Donc, l'alternative la plus simple, c'est juste de les convertir et d'ajouter à côté une version dans un des formats accessibles dont j'ai parlé. Il y a plein de convertisseurs en ligne gratuits. Donc, n'hésitez pas à juste passer par là. Ce sera déjà pas mal de proposer une alternative au PDF pour les gens que vous formez, pour votre public. Alors, on a une question dans le chat, mais je crois que tu vas en parler. Est-ce que l'IA, si elle est déjà intégrée, permet à ces lecteurs d'écran d'être plus performants aujourd'hui? Parfait, excellent timing, une transition rarement vue jusqu'ici. Le point IA, voilà, il faut en parler effectivement. Très rapidement, ma position sur l'IA, elle est entre les deux, hein, c'est-à-dire que je suis ni contre ni pour. Ça fait partie de ces outils qui sont extrêmement importants parce qu'ils ont une impact démentiel sur le monde qui nous entoure. Donc effectivement, apprendre avec des pincettes, mais apprendre parce que de toute façon, voilà, ça révolutionne le monde autour de nous. Donc autant le faire correctement. Concrètement, ouais, il y a de quoi espérer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui existent déjà qui sont améliorées par l'IA. Les lecteurs d'écran, évidemment. Et aussi comment ça s'appelle, tout ce qui est synthèse vocale, reconnaissance vocale. Il y a énormément de progrès là-dessus. J'ai mis par exemple Andy, qui est un petit logiciel qui est en train de se développer, qui est pas encore totalement au point, mais qui permet en fait de faire de la reconnaissance vocale directement sur l'ordinateur et de faire des longs textes extrêmement précis. Qui peut aussi convertir des podcasts entiers audio, donc de l'audio vers le texte, ce qui est très pratique pour les gens en fait qui sont sourds tout simplement et qui ont besoin d'un contenu en texte. Et dans ces cas-là, en plus, on est sur des IA locales, c'est-à-dire des IA qui sont sur votre ordinateur, qui ne sont pas sur des serveurs cloud, sur des serveurs qui consomment énormément, etc. Et en plus, les données ne sortent pas de votre ordinateur. Donc, il n'y a pas aussi cette notion de data, de souveraineté des données, etc. Donc, on avance. Mais malheureusement, comme d'habitude, l'accessibilité, le concept d'aide sans avoir forcément de retour sur investissement, bon, c'est un peu long. Ça met du temps, c'est beaucoup de bonne volonté, c'est beaucoup de travail d'association et d'indépendants. Donc, c'est chouette, mais c'est émergent, quoi. J'ai mis aussi l'image d'une jeune fille avec des Google Glasses parce que à Stanford, par exemple, ils sont en train de récupérer des Google Glasses qui ont été retirés du marché puisque c'est plus vendu et c'est plus soutenu par Google. Mais ils les convertissent de manière à ce que pour des personnes touchées d'un certain degré d'autisme qui ont du mal à lire en fait sur les visages et le caractère des gens, il y ait des informations supplémentaires qui s'affichent en direct pour leur dire quelle est l'intention de la personne, par exemple. Donc, ça donne pas mal de contexte à ces gens-là. Mais tout ça, c'est des initiatives assez isolées. Et puis, voilà, ça dépend entièrement du bon vouloir des financements publics ou des financements de la recherche, quoi. C'est lent, mais ça avance. Il faut aussi, par contre, je peux pas parler d'IA sans parler de certains pièges à éviter. C'est-à-dire que ça demande une vérification systématique, quel que soit l'outil que vous utilisez.
Imaginez que vous convertissiez en utilisant l'IA une présentation, mais que vous verriez pas derrière. Quelqu'un qui a déjà du mal à comprendre la formation parce qu'il n'a pas accès du fait de son handicap à toutes les informations. Si en plus il y a des erreurs ou des hallucinations qui se glissent dedans, là ça devient un véritable parcours du combattant, quoi. C'est totalement impossible dans ce cas-là pour cette personne de comprendre ce qui se passe. Et puis en fait, la tentation du technosolutionnisme, ça tape à tous les niveaux, mais l'idée c'est que on peut pas tout léguer à ça. On peut pas tout demander, on peut pas demander à l'IA de régler toutes les problématiques de handicap, d'accessibilité et d'inclusion, parce qu'in fine, c'est plus une dynamique vertueuse de s'intéresser au sujet, de développer des efforts, d'inclure. Utiliser l'IA pour résoudre toutes les problématiques, c'est bien quand on n'a pas le temps, quand on a vraiment très peu de moyens, c'est toujours mieux que rien, on est d'accord. En revanche, voilà, c'est aussi accepter qu'on s'intéresse finalement assez peu à ces sujets, et c'est laisser de côté encore une fois ces personnes-là et alimenter le cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure, quoi. Mais c'est, pour répondre à la question, c'est évident que les progrès vont finir par être extrêmement intéressants, mais c'est pas tout de suite. Voilà. Ça prendra un peu de temps. Ok. Et puis, voilà, je vais passer la parole à Jojo pour la section graphisme. Merci beaucoup. Allez, on est parti. Ok, donc on va passer à la partie graphisme. Donc, quand on parle de graphisme et d'accessibilité, là, l'objectif, c'est pas de tout changer dans votre identité visuelle, parce que déjà, une identité visuelle, ça coûte de l'argent, c'est souvent bien installé, mais c'est surtout de faire prendre conscience des choix graphiques qui impactent l'accès à vos parcours, à vos documents, et de les ajuster. Et potentiellement, si un jour il y a une refonte d'identité visuelle ou un changement d'univers graphique, que vous pensiez à l'accessibilité graphique à sa base. C'est souvent le plus important, c'est de penser à l'accessibilité dès le départ, parce qu'au final, ça va ruisseler dans tous vos documents, dans tous vos supports de communication, dans tous vos sites web. L'identité visuelle, c'est vraiment les fondations de la communication de votre entreprise et du projet que vous soutenez. Donc ici, on va parler surtout de couleurs. Ça va être le gros sujet, parce que c'est celui qui est à la fois le plus simple, entre guillemets, à modifier, et au final, où il y a toujours autant de problématiques. On va parler aussi de typographie et de mise en page, et aussi de l'usage un petit peu de tout ça. Un petit point stat que j'aime beaucoup, donc c'est une étude de Anna Cook qui évoquait le fait que 67% d'erreurs d'accessibilité peuvent être gérées dès la phase de graphisme. Donc, comme on voit, c'est assez énorme, et on peut faire beaucoup de choses en modifiant déjà des éléments graphiques et en améliorant en fait tout ce qui est typographie et couleur. Et on va commencer par le point principal, qui est le constat le plus fréquent qu'on voit. Vous avez sûrement déjà dû en entendre parler, c'est le contraste des couleurs. Donc c'est un sujet qu'on rabâche énormément, et pourtant il y a encore beaucoup de soucis de contraste de couleurs. Donc quand je parle de contraste de couleurs, c'est le texte qui est écrit sur un fond, et c'est le ratio de contraste entre les deux qui souvent n'est pas assez fort, ce qui fait que le texte n'est pas visible, tout simplement. C'est un sujet qu'on évoque énormément et pourtant qui n'avance pas vraiment, étant donné que, par exemple, il y a une étude annuelle du site web AI Million qui étudie le million de sites le plus visités sur Internet. Et en 2026, par exemple, 84% des pages d'accueil de sites web avaient des problèmes de contraste de couleurs. Donc, c'est quand même assez énorme pour un sujet sur lequel on parle beaucoup. Donc, au niveau du contraste de couleurs, ce n'est pas parce que ça vous semble assez contrasté que ça l'est. Souvent, on a tendance à se dire, OK, moi je vois, je lis mon texte, nickel, c'est bon. Ce n'est pas le cas parce que ça peut avoir des impacts directs pour les personnes qui ont des troubles de la vision, soit une vision basse, de la cataracte, qui ont aussi une fatigue oculaire, une fatigue globale, parce que si un texte n'est pas assez contrasté, on va forcer sur son œil, donc on va se fatiguer, donc ça va impacter en fait toute la compréhension derrière et toute la tonalité de l'information, par exemple. Ça va aussi impacter la sensibilité à la lumière, les personnes qui sont daltoniennes, etc. Donc ça a vraiment un énorme impact, et c'est assez simple à modifier, étant donné qu'il faut juste modifier le contraste de votre couleur. Comment on fait ça? Donc la mise en action, moi je viens de parler de 4 étapes, ou 5 si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5 étapes, pardon. Donc, la première étape, ça sera d'observer vos couleurs. Dans votre charte graphique, vous avez sûrement en fait des couleurs que vous avez soit qui ont été choisies par un ou une graphiste,
soit que vous avez choisi pour vos supports de communication. Vous observez vos couleurs et vous voyez comment vous les utilisez. Quelles sont les couleurs que vous utilisez pour les fonds, pour les textes? Quelles sont les couleurs que vous avez complètement oubliées? Il y en a souvent beaucoup. Donc déjà, observez ça. Ensuite, vous allez vérifier le contraste de celles que vous utilisez pour vos textes. Donc, pour ça, peut-être que vous allez me dire, mais ok, comment on sait en fait que c'est assez contrasté si on ne peut pas se fier à son œil? Il existe en fait pas mal de petits logiciels ou même de sites web où vous pouvez en fait entrer votre couleur de texte et votre couleur de fond et ça va vous calculer automatiquement un ratio qui est basé sur les recommandations officielles d'accessibilité. Et donc, en fait, ça vous permet de savoir, OK, c'est accessible, non, ce n'est pas accessible. Et donc, ça vous permet de noter, en fait, ce bleu-là sur ce beige-là, c'est accessible. Ce bleu clair sur ce jaune-là, c'est pas accessible, tout simplement. Je vous ai mis sur la droite une petite capture d'un logiciel que j'aime bien, qui est le Color Contrast Analyzer, le CCA, que vous pouvez télécharger sur Windows et sur Mac. Et vous avez juste à rentrer les codes de vos couleurs. Et en fait, ça vous donne des résultats en bas. Et l'idée, c'est de cibler toujours le niveau AA. Donc, ça correspond à des référentiels d'accessibilité. On ne va pas rentrer dans les détails parce que sinon on a pour 1 heure. Mais l'idée, voilà, vous ciblez au moins le AA et voir le AAA si vous pouvez. Mais au moins le AA. Comme ça, au moins, vous savez que votre couleur est assez contrastée. Quand vous avez fait tout ce petit cheminement de « OK, cette couleur-là fonctionne, cette couleur-là fonctionne, etc. », vous ajustez. Si vous n'avez aucune couleur qui fonctionne ou si on est proche d'une limite, vous ajustez votre couleur en ayant un petit peu, voilà, un peu plus de noir, un peu plus foncé ou un peu plus clair en fonction du fond. Et s'il n'y a vraiment aucune couleur qui fonctionne, ce qui est souvent très rare, hein, clairement, vous pouvez ajouter un noir coloré, tout simplement, en plus. Ce n'est pas une couleur qui va détruire votre charte graphique, c'est juste une couleur qui va être utilisée pour le texte. Vous l'ajoutez et ce sera la couleur pour vos textes pour que ce soit accessible. Enfin, l'étape qui est souvent oubliée et que je vois très rarement dans des chartes graphiques, c'est de récapituler. Pour se rappeler en fait l'usage de quelle couleur peut être utilisée sur quel fond de couleur. Et donc, je vous ai fait un petit schéma à la slide d'après pour vous montrer. Très souvent, dans des chartes graphiques, on a un petit peu les palettes de couleurs qui sont mises avec des pastilles ou des blocs. On a les codes hexadécimaux, ce genre de choses. Et il nous manque l'étape d'après qui est de dire clairement quelles sont les couleurs qu'on peut utiliser sur quel fond de couleur. Donc, par exemple, sur la droite, vous avez titré paragraphe en violet foncé sur un fond blanc, titré paragraphe en violet foncé sur un fond cyan. Et en fait, l'idée de restituer et de le noter noir sur blanc, déjà pour vous, ça vous met vraiment une aide. Vous n'avez plus à revenir sur vos contrastes de couleurs, vous savez exactement ce que vous pouvez utiliser. Si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui arrive et qui ne connaît pas le sujet, vous avez juste à lui filer cette slide-là en lui expliquant tu ne peux utiliser que ces couleurs-là pour l'accessibilité de nos textes. Et en plus, ça vous permet de garder une homogénéité et une cohérence graphique tout au long de vos supports. Donc, avoir cette étape-là de restitution et de dire clairement, on peut écrire un titre jaune sur un fond violet, les paragraphes en blanc sur un fond violet, au moins vous avez quelque chose de global à toute votre charte graphique et accessible à toutes les personnes qui travaillent dessus. Donc ça, c'était le point contraste. Le deuxième point qu'on voit souvent avec les problématiques de couleurs, et vous allez me dire, ah, mais c'est bizarre parce qu'on vient de parler de contraste, c'est souvent des couleurs qui sont, on va dire, trop lumineuses, entre guillemets. C'est souvent des couleurs très saturées, des couleurs fluo, ou des couleurs qui vont être trop dures à l'œil, par exemple un fond noir pur, donc vraiment noir au complet, avec un texte en blanc pur, ou le contraire, un fond blanc pur avec du texte noir pur. En fait, c'est des couleurs qui sont trop dures à l'œil et qui vont beaucoup plus facilement fatiguer l'œil. Même si le contraste, si on fait le ratio des contrastes, toutes ces couleurs-là fonctionnent, il n'y a aucun souci, mais en fait, elles sont trop lumineuses, trop saturées, trop dures à l'œil. Donc, ça peut avoir un impact pour les troubles de la vision, la fatigue oculaire, encore une fois, les personnes qui sont sensibles à la lumière, etc. Là-dessus, on a encore, entre guillemets, plus simple en termes d'ajustement. C'est tout simplement, à la place d'avoir un fond blanc pur, d'avoir un blanc cassé, par exemple, qui va un petit peu soit sur le beige, sur le jaune, sur le gris, en fonction de votre charte graphique. Parfois, c'est très discret, mais ça permet un petit peu d'alléger, en fait, au niveau du regard. Pareil pour un texte noir, à la place d'avoir un noir pur, on peut avoir un texte un petit peu noir coloré. Par exemple, ici, sur la présentation, on a le bleu foncé de Tizio, ce qui permet de garder le fond blanc pur, mais d'avoir un texte qui est un peu moins dur à l'œil. Donc, l'idée, c'est toujours, en fait, on garde le contraste, mais on a quelque chose d'un peu moins, difficile à regarder et de ne pas avoir cette impression d'être ébloui par ce qu'on va lire. Le troisième point au niveau de la couleur, qui est celui qui peut être assez intéressant vu que vous êtes dans des parcours pédagogiques, ce genre de choses, c'est quand on veut faire passer une information uniquement par la couleur.
L'idée, en fait, c'est que tout le monde ne perçoit pas les couleurs de la même façon. Par exemple, les personnes daltoniennes, elles ne vont pas, en fonction du type de daltonisme, elles ne vont pas percevoir le rouge et le vert, rouge-vert. Elles vont percevoir plutôt des couleurs un petit peu marron, vert kaki, comme on peut voir sur la droite. Ce qui fait que le cas le plus concret, c'est sur des formulaires. Quand il y a une erreur, si l'erreur, elle est montrée uniquement par le rouge, et il n'y a pas de croix, il n'y a pas de texte erreur, ce genre de choses, ben en fait, potentiellement, l'erreur, elle va passer à la trappe. Parce que les personnes ne verront pas le rouge, elles verront marron, et ça va se mélanger avec le vert OK, parce que les couleurs seront très proches. C'est souvent le cas sur tout ce qui est, par exemple, les statistiques, les camemberts, ce genre de choses. En fait, on utilise beaucoup des couleurs pour dire, bah, ici, c'est le pourcentage X, ici, c'est le pourcentage Y. Sauf que, par exemple, une personne qui est deutéranope, la couleur rose, violet, bleu, etc., la perception sera différente et en fait, toutes les couleurs vont se mêler. Ce qui fait que elle sera pas capable de voir la différence entre les différentes portions du camembert. Donc, en fait, déjà, elle va mélanger les deux portions. Et en plus, les pourcentages seront difficiles à associer. Ici, la solution, ce n'est pas de ne pas utiliser la couleur, parce que la couleur, c'est cool, mais tout simplement d'associer quelque chose avec la couleur. C'est par exemple associer une couleur avec un motif. Ça peut être associer une couleur avec une délimitation un peu plus forte et du texte par-dessus. Associer la couleur avec une délimitation et une flèche. Toujours, en fait, se dire, si je veux passer une information avec de la couleur, je dois avoir un autre élément en plus. Donc, souvent, voilà, ça peut être du texte par-dessus, une flèche, des motifs. Il y a pas mal de solutions. Et en plus, ça permet d'être créatif. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et d'avoir une identité visuelle encore plus forte. Parce qu'en fait, vous utilisez tous vos éléments d'identité visuelle là-dedans. On a fini pour la couleur. C'était un peu le gros pain point, on va dire, dans l'accessibilité. Et on va passer à la typographie et la mise en page, où il y a souvent 6 problématiques qui sont retrouvées. Et souvent, elles ont la même volonté derrière, qui est que on veut mettre en valeur des informations, on veut mettre en valeur son texte, sauf qu'on ne le fait pas de la bonne façon. L'une des premières problématiques, c'est un texte tout en majuscule, qu'on voit souvent, parce qu'on se dit, si je mets en majuscule, ça va être beaucoup plus visible, on va beaucoup plus le voir. Sauf qu'un texte tout en majuscule, en fait, ça perd ses repères visuels. Les repères visuels dans les textes, c'est les hauteurs de lettres, les L qui vont être plus hauts que les E, les P avec leur barre descendante, ce genre de choses. Et quand, en fait, un texte perd ses repères visuels, en fait, tout est à même niveau et ça complexifie la lecture. Le deuxième cas et troisième cas, c'est de justifier ou de centrer les textes. Souvent, on aime bien quand tout est bien droit, bien aligné et tout. Sauf qu'un texte justifié, ça présente des espaces de différentes tailles, ce qui fait que la lecture, on va buter dessus et on va sauter d'un mot à l'autre de façon beaucoup plus difficile. Un texte centré, quand il est long et centré, en fait, le début des lignes ne commence jamais au même endroit. Donc pareil, l'œil va se forcer à chercher le début de ligne à chaque fois. Donc ça va beaucoup plus complexifier la lecture, ça va fatiguer et voilà, en conclusion, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a aussi le cas des typographies dont les lettres se ressemblent trop. Donc là, on est un petit peu en détail, mais par exemple, c'est souvent le cas avec les P et les Q, les B et les D, et par exemple les I majuscules et les L, où ici, on ne sait pas qui est un I, qui est un L, tout simplement. Et il existe des typographies qui sont travaillées en fait pour avoir des lettres qui sont différenciées. Et les derniers cas de problématiques souvent remontées, c'est des textes trop serrés, car on a besoin d'écrire beaucoup, on n'a pas beaucoup de place. Et donc, en fait, le fait de resserrer les lignes, ça nous donne de l'espace, mais en fait, les lignes entre elles-mêmes se mélangent et c'est beaucoup plus compliqué à lire. Et il y a aussi la mise en valeur en soulignant des mots, parce qu'encore une fois, on veut mettre en valeur le mot, sauf que sur le web, le soulignement des mots, c'est un signe en fait distinctif des liens. Donc, en fait, si un mot est souligné, souvent, on s'attend à ce qu'il y ait un lien derrière. Et très régulièrement, ce n'est pas le cas. C'est juste en fait pour mettre en valeur. Les solutions là-dessus, au final, elles vont être un peu pareilles qu'au niveau de la couleur. Moi, je vous conseille toujours de commencer par l'observation. Quelles sont vos typographies de paragraphes? Quelles sont vos typographies de titres? De bien savoir comment vous l'utilisez. Encore une fois, pour garder de la cohérence, mais aussi vous rendre compte que, au final, moi, dans ma typographie de titres, j'utilise aussi en paragraphe, mais elle est peut-être un peu complexe pour lire. Donc, utilisez que pour les titres et les textes en grand. Donc, comment vous les utilisez? La taille, la mise en page, est-ce que vous utilisez beaucoup de centrés, beaucoup de justification? Dans ce cas-là, on va peut-être éviter et être plutôt sur des textes qui sont alignés à gauche. Comment vous mettez en valeur vos textes? Est-ce que vous utilisez beaucoup les majuscules? Est-ce que vous utilisez beaucoup des soulignements, ce genre de choses? Et ensuite, en fait, d'ajuster, de privilégier tout ce qui est texte aligné à gauche. Voilà, donc c'est le plus simple. Ce n'est peut-être pas très beau entre guillemets, sur la droite, parce que c'est pas parfaitement aligné, mais ce sera beaucoup plus simple à lire. Les textes,
majuscules et minuscules. On n'a pas besoin de crier sur les gens. Il y a d'autres façons de mettre en valeur, par exemple avec du gras, avec des surlignements légers, avec des couleurs, avec des tailles de texte aussi. Et toujours le faire avec parcimonie, parce que si on veut mettre en valeur des informations, bah, c'est pour les mettre en valeur. Si tout est mis en valeur, on ne voit plus rien. Et donc là-dessus, je vais laisser Juliette continuer, parce qu'elle va parler de mise en page et de compréhension cognitive. Et c'est la suite. Merci beaucoup. Donc effectivement, là, on a commencé à bien déblayer les différents sujets. Le sujet qui me semblait important de prendre sur la partie compréhension de contenu, c'est aussi tous les troubles cognitifs qui peuvent toucher tout le monde aussi. Donc on va penser aux personnes 10, qu'on entend souvent maintenant. On va penser aux personnes qui peuvent faire partie du spectre autistique. On peut aussi penser à des personnes qui ont fait des AVC et qui ont des problèmes de mémoire, ce genre de choses. Donc on est vraiment sur un large panel de personnes qui peuvent être concernées par des besoins de compréhension cognitive différents. Et donc là, en fait, on a vu déjà toute la partie technique pour bien mettre le contexte, qu'on comprenne bien dans quel cadre on vous parle. Maintenant, visuel. Et maintenant, on va vraiment finir sur comment je construis mes textes, comment je structure mes idées, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'évite de faire. Et donc, je vais reprendre la parole là-dessus. On va vraiment prendre des exemples et les faire évoluer jusqu'à une forme qui peut convenir à tout le monde. Ok. Donc, la première chose que je vois moi, donc là je vais parler vraiment de mon expérience d'ingénieur pédagogique où j'accompagne beaucoup de clients sur comment je construis des parcours, qu'est-ce que je mets en œuvre dans ma formation, je fais du coaching, mais j'ai besoin d'avoir des contenus accessibles et finalement ça fait 20 ans que j'accumule du contenu, donc je me dis tiens je vais tous les mettre dans un parcours. On va voir que c'est pas forcément la bonne idée. On peut faire souvent, je me retrouve avec des blocs de texte hyper denses, sans aucun espace, avec des images qui peuvent être pixelisées, des choses comme ça. C'est souvent les contenus qui arrivent dans une première phase de structuration de formation et on va voir justement comment les utiliser et les mettre en forme. Voilà, donc le premier, là j'ai cet exemple, donc on voit comment ça se présente sur Tizio, voilà, des parcours qui sont très longs. Donc là on a 23 étapes dans ce parcours, ça veut dire qu'il y a 23 modules. Autant dire que même une personne pas concernée par le champ du handicap arrive face à ça et a une sensation de ça ne va jamais se terminer en fait. Je ne vais jamais arriver au bout, il y a trop d'informations, c'est beaucoup trop long, je suis perdue, j'ai pas de point de repère et en fait la charge cognitive est beaucoup trop élevée. Donc vous voyez, c'est un message qu'on commence à faire passer depuis le début de notre échange. Ce qu'on est en train de donner comme conseil aujourd'hui sur le champ du handicap, sur l'accessibilité, en fait ça concerne tout le monde et c'est un peu penser l'accessibilité, ça va permettre de rendre beaucoup plus digeste et accessible pour tout le monde. Et là, typiquement, dans cet exemple, c'est très parlant. Ça veut dire qu'effectivement, si j'ai beaucoup de contenu à mettre à disposition, peut-être que je vais le structurer de manière différente. Est-ce que j'ai réellement besoin d'avoir ces 23 étapes ? Est-ce que ça va concerner tout le monde ? Et donc, voilà comment j'affine et je viens passer vraiment dans l'entonnoir pour soit me concentrer sur le contenu qui est essentiel, soit comment je vais le rendre plus digeste. Je vous parlais de ces blocs de texte. Donc là, je vous ai mis un petit extrait, par exemple, d'un client qui avait écrit un texte, alors qui était certes passionnant, mais autant vous dire, là, je vous mets un tout petit extrait. Moi, personnellement, j'ai pas spécialement envie d'aller lire ce texte. Je me dis, il y a trop de choses, les titres ne sont pas, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de mise en gras, il n'y a pas de structuration de l'idée. Et en fait, à ce moment-là, c'est pareil, en fait. Peut-être que vous allez avoir fait toutes les étapes que Léo et Jojo vous ont présentées avant, mais si on se retrouve face à ça, en fait, il y a un découragement qui est presque immédiat, quoi. Moi, j'ai pas spécialement envie de lire, ou je vais lire peut-être un mot de par-ci par-là, et je vais complètement passer à côté de l'information. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, je vous ai fait un premier jet où rien que... Donc là, je n'ai pas modifié le texte. C'est exactement le même texte, mais je suis venue le structurer visuellement. J'ai mis des titres. Les titres, moi j'ai toujours tendance à les écrire d'une manière à ce que, comme s'ils venaient résumer le paragraphe du dessous.
Déjà, ça permet de bien situer, ça donne un point d'ancrage. Et après, je viens développer mon idée juste dessous. Je laisse de la place pour respirer. J'utilise des lignes. Voilà, les bullet points, je viens les utiliser par parcimonie. Je viens vraiment structurer visuellement. Et on est bien sur l'idée, vous voyez, la mise en gras, c'est pareil, c'est des éléments qui sont ponctuels. Je ne viens pas chercher à tout mettre en gras ou le faire sur des phrases en entier. Voilà, donc je continue, on avance, ça c'était le niveau 1, et après, eh ben, en fait, je reprends exactement le même contenu, et là, je suis vraiment venue travailler en fait le fond, comment je rédige mes idées pour les faire passer. Et là, on arrive sur des notions un peu plus poussées, c'est-à-dire effectivement comment je vais amener les gens à passer à l'action, comment ma manière de rédiger va permettre de maintenir le lien, que la personne se lance dans l'exercice, donne du sens à ce qui est en train de se passer. Là, je prends le cas de ce que moi je vois dans mon quotidien, hein, mais ça va être même la même chose si c'est juste vous avez à envoyer des mails ou à faire des plaquettes de présentation. D'accord ? On est sur comment je rends mon contenu dynamique, actionnable directement, et que même si j'ai pas besoin de tout lire, je sais rien que en lisant les textes, en lisant les titres, et je sais où est-ce que je vais chercher mon information. On structure bien les parties, on résiste à l'envie de tout expliquer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à dire sur les parcours de formation, là où on en avait 26, des étapes à n'en plus finir. Alors, en fait, laisser de la place soit pour des questions, soit pour que les gens se fassent leur propre idée. S'il y a trop d'informations, si c'est trop long, en fait vous noyez votre contenu et on risque d'avoir lu, même si on fait l'effort de tout lire, on n'aura pas tout retenu à la fin. Donc prenez cette habitude, en plus là on parle vraiment de cette notion de faire des formations, des contenus qui sont lisibles sur écran. On est tous d'accord que ce n'est pas agréable de lire sur un écran. Okay. Donc il faut que votre contenu, il faut qu'il soit simple, actionnable directement et avec une structure régulière. Okay. Donc là par exemple, si j'ai une plaquette à faire sur différentes thématiques, je vais reprendre la même structure. Je vais reprendre les mêmes codes visuels, je vais toujours commencer par une phrase d'action, je travaille ma ponctuation. Alors moi c'est une approche que j'ai, ça sera peut-être pas validé par tout le monde, mais j'évite la surponctuation. Effectivement, des fois, il faudrait qu'il y ait un point à ma phrase. Effectivement, il faudrait qu'il y ait une virgule à la fin de mon bullet point. Mais visuellement, ça devient trop lourd. Donc, on simplifie au maximum pour que... qu'est-ce qui est le plus important ? Que la ponctuation soit respectée parfaitement ou que l'information que vous voulez faire passer soit passée. Vous voyez ? Donc là, on est vraiment... sur des détails et vraiment aller au maximum dans la manière dont on donne de l'information sur écran, mais c'est des choses qui viennent vraiment changer la donne. Voilà, donc la ponctuation, dans un contexte de lecture sur écran, pour moi, elle doit juste servir à qu'il n'y ait pas de doute sur l'information que je veux délivrer. Voilà. Phrase courte, bien sûr. On évite les mots compliqués. Le but, c'est que s'il y a des choses compliquées, eh ben, je vais en donner une définition directement. J'essaye que les choses soient facilement lisibles. Ok. Après, je voulais aussi faire un petit point sur les graphiques. Donc, Jojo en a parlé du côté des couleurs. Moi, j'aimerais aussi parler de cette notion des fois de mise en page, de faire des choses... en fait, il faut faire des choix, quoi. Ça serait un peu ça à un moment. S'il y a trop d'informations, bah, vous voyez, face à cette présentation, j'ai déjà 2 graphiques différents, j'ai des icônes, j'ai des emojis, j'ai un tableau. Je ne sais pas ce que j'ai envie de lire et je ne sais pas quelle est l'information importante. Donc il faut vraiment éviter de faire trop des choses fragmentées, des informations qui sont dispersées à différents endroits et qui manquent clairement de hiérarchie claire. Voilà. Voilà, j'aime bien cette phrase-là, parce que je trouve qu'elle marche bien si je dois expliquer ma page et qu'elle n'est pas accessible. Donc là, on se retrouve toujours sur une surcharge d'informations et on va voir comment on peut faire pour que les informations, je puisse les comprendre directement. Voilà, là par exemple, ça peut être simplement, j'ai une présentation, bah, au lieu de mettre mes 3 graphiques sur la même page, bah, je fais 3 pages différentes.
je structure mon information de cette manière-là, j'enlève ce qui va venir gêner le regard. Donc là, je n'avais pas besoin de rajouter des icônes, je n'avais pas besoin de rajouter des emojis, donc je viens les enlever, ça ne sert à rien, pour que l'information soit beaucoup plus lisible. Et ça va vous permettre aussi d'avoir une lecture immédiate et d'harmoniser tous vos tableaux. Voilà un autre exemple. Là, je vous ai fait vraiment un gros graphique, mais donc là, on voit directement que très facilement, je peux lire les informations, je peux mieux les retenir, ça aussi, et que j'ai moins d'efforts cognitifs à faire. Donc, il y a une meilleure compréhension de ce que vous proposez. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est des conseils, je redonne un peu des conseils aussi de structuration des idées. S'il y a besoin, on peut utiliser effectivement 1, 2, 3, 4. Bah là, en fait, même si vous n'avez pas lu, vous comprenez sûrement que c'est une consigne d'exercice, que j'ai une première étape à faire où j'ai des boutons que je peux cliquer. Le deuxième, je sais ce que j'aurai à faire. Et 3, je peux passer à l'exercice. Voyez, donc rien que visuellement, vous n'avez même pas besoin de lire le texte. Vous savez que vous êtes face à une consigne, que vous avez 3 étapes et que vous avez une petite note en dessous qui vous donne sûrement un élément de contexte ou des choses comme ça. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Je vous ai fait ce petit récap. Donc bien sûr, tout ce que vous avez vu dans cette présentation vous sera transmis. Même au-delà de ça, on a pas mal de ressources. En fait, on s'est quand même rendu compte en construisant ce webinaire qu'il y avait beaucoup de contenu à disposition de grande qualité qui est faite par des grosses structures. Donc c'était vraiment très appréciable de se rendre compte de ça. Et on va vous donner un maximum de ressources en pièces de cette présentation. Mais donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient donc sur la compréhension cognitive? Je structure l'information, je fais des titres hiérarchisés, j'essaye de faire des formulations pour que dès mon titre, je comprends de quoi va parler mon paragraphe. Je simplifie la lecture, des phrases courtes, on évite de faire des contenus trop longs, trop lourds, trop détaillés, on synthétise, on soigne la forme, donc ça c'est plutôt la partie que Jojo a présentée, facilite la navigation avec des repères, la numérotation et des liens qui sont explicites, et j'évite la surcharge. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce webinaire où, je vais le redire, mais donc c'est quand même quelque chose qu'on a tous abordé, c'est que l'accessibilité, certes, c'est essentiel pour certains, certaines, mais c'est utile pour tous et toutes en fait. Et donc, à partir du moment où vous allez créer des contenus, penser les choses telles qu'on vous les a présentées, ça va simplifier et être bénéfique pour tout le monde sans aucune hésitation. Avant de prendre vos questions, alors je vois qu'il y a une question juste dessous, je vais la lire juste après. On va prendre vos questions, mais avant ça, je voulais profiter d'avoir la parole pour vous annoncer le prochain webinaire de Tizio, donc les webinaires exceptionnels, où on donnera la parole à Quentin Debois, qui a fait une traversée de l'Atlantique et qui a battu un record du monde, qu'on sponsorise chez Tizio, et avec son coach mental. Donc voilà, ils vont vous parler de comment le coaching mental a permis à Quentin de réussir ce grand défi. Voilà, donc je vais laisser le temps aux personnes de poser des questions. Je vois qu'il y en a déjà une. Comment faire quand on traite des informations qui sont techniques, exemple les sujets d'écologie, qui nécessitent beaucoup d'explications? En fait, on va vraiment départager. Donc, ça demande en fait en amont de vraiment venir structurer son information. Donc, je vais venir choisir les thématiques que je vais aborder. Je vais choisir les formats. D'accord? Est-ce que j'ai plutôt un format où je vais délivrer de l'information descendante? Est-ce que j'ai besoin de montrer des images? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des vidéos, une mise en pratique, un quiz? Je vais vraiment venir réfléchir cette partie-là. Et je déroule mon contenu et il faut mieux le faire en petits morceaux. D'accord? Ça, c'est des conseils même, par exemple, pour les publications sur les réseaux sociaux, tout ça. Ne surchargez pas les slides. Il vaut mieux 3 slides qui sont faciles à lire qu'une où il y a trop d'infos, mais finalement, je lis rien.
Donc voilà, je recommanderais ça en espérant que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres questions qui viennent? J'espère que ce webinaire vous aura permis d'apprendre et de vous former sur l'accessibilité numérique. Est-ce que Jojo et Léo, vous avez quelque chose à ajouter pour conclure? Des éléments? Bah, juste pour ajouter à ta réponse à la question, pas hésiter aussi à faire des notes annexes, des documents annexes ou des choses comme ça, et à renvoyer en fait quand ça commence à devenir long, à dire voilà, vous trouverez plus d'informations à cet endroit-là. Parfois, en fait, ça permet d'aiguiser la curiosité et de donner la satisfaction aux apprenants d'aller eux-mêmes faire le travail d'investigation. Et c'est en plus, ça a le bénéfice secondaire de recréer plus facilement dans la mémoire. Plutôt que d'être totalement dans le descendant. Aller leur faciliter la recherche, leur faciliter l'accès à des données, eux, ça leur permet d'organiser en fait leurs notes un peu comme la prise de notes en fait, de réorganiser l'information à leur sauce. Donc pas hésiter à, comme tu disais, à fractionner et quitte à faire des comment on appelle ça, des numérotations de notes de bas de page, ce genre de choses. Tout à fait. Mais non, sinon je voulais juste te remercier pour l'invitation et remercier Tizio pour l'invitation. Sur ma partie, voilà, j'ai pu que effleurer la partie technique. C'est vrai qu'il y a souvent une partie qui fait un peu peur, c'est celle qu'on doit déléguer aux développeurs et aux personnes qui sont vraiment très 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 techniques. Mais de manière générale, les personnes qui sont concernées directement par ces choses-là sont très au courant, sans même forcément être techniciens eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à aller, j'insiste, leur demander directement si vous en avez autour de vous. En fait, ils vous aiguilleront si vous savez pas à qui vous adresser, ou trouver un professionnel, ou trouver quelqu'un qui peut vous épauler dans votre construction. N'hésitez pas à leur demander directement, ils pourront vous pointer directement les personnes qui peuvent vous accompagner. Merci. Ok, on est tout bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Merci, c'est bien, les midi 11, on n'a presque pas dépassé le timing, c'est super. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de journée. Le replay sera bientôt disponible et on vous enverra la présentation avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.